Bonjour et bienvenue dans ce cours d'introduction au droit européen. Partie 1. La Grande Europe, le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est 47 États, dont les 27 de l'Union européenne, et les 20 autres sont la Russie, la Turquie, l'Islande, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et bien d'autres encore. Le Conseil de l'Europe regroupe environ 830 millions de citoyens. Ce conseil est créé en 1949 par le traité de Londres, à l'origine avec 10 États qui se réunissent à Londres pour rédiger et signer le traité. Il a son siège à Strasbourg et on a choisi cette ville car le Conseil d'Europe avait pour but d'éviter que les États se fassent à nouveau la guerre. Et comme Strasbourg a été l'objet de conflits en États, il sert de symbole de réunification, d'où le choix de mettre le Conseil dans cette ville. On l'appelle Grande Europe car comparé à l'Union européenne qui est plus petite avec seulement 27 États. 1. Les buts du Conseil de l'Europe. Dans le traité de Londres, il y a un préambule, suivi d'une liste d'articles, avec un texte qui permet de définir les buts du Conseil de l'Europe. Il y a aussi les organes prévus qui vont faire fonctionner le Conseil, mais aussi les conditions pour adhérer au Conseil de l'Europe. Les buts maintenant. En 1, protéger les droits et la liberté fondamentale. En 2, sauvegarder les idéaux et les principes qui sont le patrimoine commun des États européens. Et en 3, favoriser le progrès économique et social. Grand A, la protection des droits de l'homme et les libertés fondamentales. C'est la mission la plus importante et la plus connue du Conseil de l'Europe. C'est là où ses actions sont le plus développées. Le Conseil de l'Europe emploie le traité pour permettre de faire respecter les droits de l'homme dans les États. Donc c'est un instrument phare, la Convention EDH. 1. L'adoption de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, appelée CESDH. Le contexte historique de l'adoption de la Convention. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, l'objectif est d'éviter de recréer un conflit, éviter de nouveaux massacres de la population, préserver la paix entre les États et ainsi que les droits de l'homme. C'est donc la création d'une organisation pour favoriser la paix entre les États du monde qui va être proposée. L'influence de la Déclaration universelle des droits de l'homme, DUDH, proclamée en 1948. C'est la première fois dans l'histoire que des États coopèrent entre eux pour adopter un texte qui reconnaît et garantit que tous les individus ont des droits et des libertés. Par exemple, le droit à la vie, l'interdiction de la torture, la liberté d'expression, le droit à l'éducation ou encore le droit à la propriété. Mais il y a un problème. Cette déclaration n'a aucune valeur juridique obligatoire envers les États, car les États ne voulaient pas se soumettre à ce texte. C'est donc plus une déclaration politique. La DUDH, c'est donc une déclaration fondamentale qui donne le point de départ pour que d'autres textes soient adoptés et la DUDH aura largement influencé la rédaction de la CEDH. C'est d'ailleurs René Cassin qui s'est battu pour qu'on reconnaisse des droits aux hommes. Il a participé à la DUDH et il souhaitait qu'il y ait un juge international. Mais à l'échelle régionale, il a réussi à contribuer à ce que l'on mette en place dans le cadre du Conseil de l'Europe la course européenne des droits de l'homme avec l'adoption de la CEDH. C'est une révolution pour l'époque, que l'on puisse invoquer la violation de nos droits par un État. Les premiers États signataires. En 50, 12 États signent la Convention. Aujourd'hui, il y en a 47. Cette convention est obligatoire pour les États s'il y a non-respect et peut être soustrait devant un juge. Le contenu de la Convention, ce sont les droits civils et politiques. Uniquement des droits de première génération qui ont été inscrits en 1950. Le droit à la vie, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, la liberté d'expression, le principe de non-discrimination, la liberté de manifester ou encore la liberté de conscience. On a donc 3 catégories de droits de l'homme qui sont classées en fonction de leur apparition historique. La première génération, avec le droit civil et politique, la deuxième génération avec le droit économique et sociologique, et enfin la troisième génération avec le droit collectif. Le traité est adopté en 1950, mais la France ne l'aura ratifié qu'en 1974, soit 24 ans après. Lorsque Pompidou meurt, c'est le président du Sénat pendant l'intérim qui fait que la France a ratifié le traité. Les raisons. En 1, la France avait beaucoup de colonies et craignait que les peuples colonisés utilisent les droits de la Convention contre l'État français pour obtenir leur indépendance. Et en 2, la France pratiquait encore la peine de mort à cette époque, ce qui va à l'encontre du droit à la vie, article 2 de la Convention. Différence entre signer. Cela signifie qu'un pays a l'intention de s'engager dans le respect de ce traité, qu'il est d'accord avec le contenu, c'est donc la première étape de signature. Mais il ne suffit pas pour que le traité s'applique dans un ordre interne. Ratifier.
C'est l'acte par lequel l'État s'engage à respecter les règles du traité et le règlement devient applicable en droit interne. Dans la Convention EDH, il y a des droits intangibles indéréglables, qu'on appelle noyau dur des droits de l'homme, droits auxquels on ne peut jamais y déroger. Le premier, c'est le droit à la vie, sauf si exécution d'une sentence capitale, la peine de mort. Le deuxième, interdiction de la torture. Le troisième, interdiction de l'esclavage. Et en 4, principe de non-rétroactivité de la loi pénale. C'est donc un principe important en matière de sécurité juridique. La signature des protocoles additionnels. Les droits de l'homme sont en perpétuelle évolution, donc la Convention est incomplète et doit être adaptée à l'évolution de la société. Protocole. C'est un outil qui permet de venir modifier et compléter ou supprimer des éléments au traité initial. La Convention de 1950 a fait l'objet de nombreux protocoles qui ont permis d'ajouter des droits. Premier protocole en 1952 qui garantit le droit de propriété. Protocole 6, en temps de paix, interdit aux États de procéder à la peine de mort. Protocole 13, interdit la peine de mort en toutes circonstances. Et enfin le protocole 4, interdiction de l'emprisonnement pour dette, liberté de circulation sous réserve des législations nationales, en plus de l'interdiction des expulsions collectives des étrangers. Les États qui ont signé la Convention ne sont pas contraints de signer les protocoles, et en plus, un État peut dénoncer un traité, et ils peuvent même émettre des réserves. Donc, ne plus s'engager dans le traité. L'engagement de l'État est évolutif. Grand 2, l'adoption d'autres conventions. 2 conventions fondamentales. Charte sociale européenne en 1961. 27 États ont signé et ratifié ce traité, essentiellement de l'initiative des États de l'Est, car ils voulaient pallier au manque de droits sociaux et économiques de la Convention européenne. Par exemple, le droit de travail, le droit syndical ou encore le droit à la négociation collective. Convention d'Istanbul en 2011. C'est la lutte contre la violence contre les femmes. Obligation pour les États de mettre en place une législation pour sanctionner ou pénaliser les violences faites aux femmes, et cela impose aux États de mettre en place des dispositifs de formation pour faire face à ce problème. La Turquie est le premier pays d'Europe signataire, mais en février 2021, la Turquie a dénoncé la Convention, et c'est la première fois qu'un État de l'Europe dénonce une Convention. B. La promotion de la démocratie et l'État de droit. Mentionné dans les statuts du Conseil de l'Europe, c'est le traité constitutif du Conseil de l'Europe. Démocratie, c'est un régime politique dans lequel le pouvoir est exercé par la voie électorale. État de droit, c'est un État qui se soumet au respect des règles de droit. Critères d'un État de droit. Il met en place des règles pour limiter le pouvoir arbitraire de ses agents et de ses autorités. Il y a un principe de l'égalité qui préserve la sécurité juridique, l'accès à une justice indépendante, l'égalité devant la loi, donc tous les nationaux sont égaux en droit, et le principe de la sécurité juridique. La signature des traités. À travers des traités, on essaye d'amener les États à grandir l'état de droit et la démocratie. Dans la Convention EDH, il existe un droit qui permette d'exercer correctement la démocratie ou l'état de droit. Article 10, c'est le droit à la liberté d'expression qui permet de critiquer le pouvoir en place, la démocratie. L'instauration de la Commission de Venise, créée en 1990, c'est l'organe consultatif au sein du Conseil de l'Europe. Il est composé d'experts indépendants nommés par les États. Saisine. Soit un État lui demande son avis sur une question, c'est donc un avis, soit c'est une s'auto-saisie, un rapport sur réforme législative ou de la Constitution. La problématique actuelle des démocraties illibérales, la Pologne et la Hongrie. Inquiétude sur ces démocraties illibérales. Un État qui ne respecte plus les exigences d'un État de droit, c'est l'exercice de pouvoir arbitraire, pas forcément d'indépendance judiciaire ou d'égalité des droits entre les citoyens. Démocratie libérale, c'est la pratique du libéralisme politique, un État qui est un État de droit. Il n'y a pas de fraude électorale et le système démocratique est respecté. Il y a bien des élections avec plusieurs partis qui s'opposent, mais ce n'est pas pour autant un État de droit. C'est une dérive pour la Pologne et la Hongrie, une démocrature. Le cas de la Hongrie, c'est la régression sur les sujets d'état de droit. Une adoption de lois qui remettent en cause le principe d'égalité entre citoyens. Par exemple, on a interdit aux SDF d'accéder aux espaces publics, la limitation des droits appartenant à la communauté des Roms, a adopté des lois à l'encontre de la communauté LGBT, avec une loi qui incite à ne pas encourager l'homosexualité, une privation des droits des migrants, une réforme qui ont porté atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, et plus de liberté de la presse, on diffuse seulement les idées idéologiques du pouvoir en place. 2. La participation au Conseil de l'Europe. L'adhésion repose sur la souveraineté d'un État. On ne peut pas contraindre un État à adhérer à une organisation, ni à sortir d'une organisation d'une organisation. C'est un pouvoir discrétionnaire de tout État. Par exemple, Trump, les États-Unis, sont sortis de l'OMS et le Brexit encore. Conseil de l'Europe composé de 47 États membres. Il y a aussi 6 États observateurs en plus qui participent aux travaux du Conseil de l'Europe mais ne prennent pas part au vote.
les États-Unis, le Canada, le Japon, le Mexique, le Saint-Siège ou encore l'État d'Israël. Grand A, l'adhésion au Conseil de l'Europe. Les conditions d'adhésion. Conditions de fond et procédures à respecter. Conditions de fond, c'est le traité constitutif du Conseil de l'Europe qui indique les conditions de fond et les procédures à respecter. Article 4 pose 3 conditions de fond. Il faut être un État européen, et il faut se conformer aux dispositions de l'article 3. Mais il y a aussi une pratique née après le traité post-49. Un État qui souhaite adhérer au Conseil de l'Europe doit aussi ratifier la Convention européenne des droits de l'homme. Les 4 critères ne sont donc dans les faits pas toujours respectés comme on a pu le voir. Procédure. Article 5. Le comité des ministres doit inviter l'État à devenir membre du Conseil de l'Europe. Et 4. L'État doit envoyer son instrument de ratification au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le comité des ministres, c'est un organe au sein du Conseil de l'Europe, composé des 47 ministres des Affaires étrangères des 47 États membres. Le comité doit inviter l'État en adoptant une résolution à l'unanimité pour faire adhérer un État au Conseil de l'Europe. 2. Les effets de l'adhésion. Cela donne des droits à l'État, un droit de représentation, puisqu'il peut participer à la prise de décision au sein du Conseil de l'Europe et qu'il peut voter toutes les propositions de texte au sein du Conseil de l'Europe. L'État a aussi des devoirs. Il doit respecter son engagement et les traités qu'il a ratifiés, et en plus il doit participer au budget du Conseil de l'Europe. Il y a donc une contribution étatique pour le fonctionnement du Conseil de l'Europe. B. La remise en cause de la participation au Conseil de l'Europe, l'hypothèse du retrait. Selon l'article 7, il prévoit la possibilité d'un État de quitter l'organisation. Ce dernier peut décider de quitter l'organisation. C'est une procédure facile, puisqu'il suffit que l'État notifie sa décision de retrait au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le droit de retrait qui n'existe pas dans toutes les organisations et qui d'ailleurs n'est pas toujours aussi simple. En 1967, la Grèce a décidé de quitter le Conseil de l'Europe. Il y a un coup d'État en Grèce et une mise en place d'une dictature. Il y a donc un ensemble de mesures qui ont atteint aux droits fondamentaux. La Grèce a décidé de se retirer de l'organisation suite à des injonctions du Conseil de l'Europe et il y a un retour en 1974 avec le nouveau gouvernement. 2. Les blocages politiques. Le blocage des financements en Russie. Un État peut, par son comportement, bloquer le fonctionnement du Conseil de l'Europe. Il peut le faire en arrêtant de participer au budget de l'organisation. Par exemple, la Russie en 2014, lorsqu'on lui a suspendu son droit de vote, a décidé d'arrêter d'envoyer ses représentants et arrêter de participer au budget de l'organisation jusqu'en 2018, alors qu'elle est le plus gros contributeur du Conseil. Cela a mis en difficulté le fonctionnement du Conseil de l'Europe. On peut donc exclure un État s'il refuse de payer, mais cela n'a pas été fait. Raison, c'est qu'exclure un État causerait un affaiblissement du système, car on n'aurait pas pu contrôler ce qui se passe dans cet État lorsque les droits fondamentaux sont violés. Et on n'était pas loin de célébrer les 70 ans de la Convention européenne des droits de l'homme, et on ne voulait pas que la date corresponde à un retrait d'un État du Conseil, car cela aurait été perçu comme un échec. Le blocage à l'adoption des instruments conventionnels, protocole numéro 14. Les États, à la suite de la conception, pouvaient signer d'autres traités, des protocoles qui viennent modifier ou compléter la Convention de 1950. 2 grandes familles de protocoles. Ceux qui ajoutent des droits fondamentaux et ceux qui permettent de modifier le fonctionnement du Conseil de l'Europe et plus particulièrement le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme comme le protocole 14 de 2004 et a pour objectif de désengorger la Cour européenne des droits de l'homme. Problème. Pour entrer en vigueur, les 47 membres devaient le signer. Donc il y a une obligation de signature par les 47. Le seul à ne pas ratifier, c'est la Russie. Il y a donc un blocage car le système n'a pas réussi à désengorger la Cour. Solution, c'est la création du protocole du 14 bis où il n'y a pas besoin de la signature de tout le monde. Mais après ça, la Russie est revenue ratifier le protocole 14, donc on utilise le protocole 14, qui est une perte de temps. Il faut essayer de maintenir un dialogue avec la Russie pour avoir un regard. On supporte le fait qu'elle ne respecte pas non plus les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. 3. La suspension et l'exclusion. Article 8 du statut. Tout membre du Conseil de l'Europe qui enfreint gravement les dispositions de l'article 3 peut dans ce cas être suspendu de son droit de vote et de son droit de représentation temporairement. Par exemple la Russie en 2014, après avoir annexé la Crimée. On peut aussi décider de l'exclusion de l'État du Conseil suite à une décision des ministres du Conseil, ce qui n'est jamais arrivé. 3. Le fonctionnement du Conseil de l'Europe. Grand A. Les institutions politiques. C'est des organes politiques qui permettent de réaliser les buts assignés au Conseil de l'Europe. Ces organes sont prévus dans les traités constitutifs. On a donc 3 organes majeurs. Le comité des ministres en 1, avec 47 représentants des États, donc 47 ministres des Affaires étrangères des États membres. En réalité, on envoie des délégués, donc des diplomates. On a une présidence tournante tous les 6 mois, avec un nouveau président. C'est un organe un peu exécutif avec 2 missions principales. Rédiger et adopter les traités internationaux qui peuvent adopter au sein du Conseil de l'Europe et assurer l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme.
2. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, APCE. Chaque État membre peut envoyer à l'ensemble un certain nombre de représentants. Souvent, ce sont aussi des représentants au niveau de leur pays, avec un nombre de représentants par État en fonction de la population. La France fait partie du pays à avoir le plus de représentants à siéger dans la PCE. Le siège de la PCE est à Strasbourg et il y a 4 sessions parlementaires par an où ils se réunissent. Cet organe a un rôle consultatif. Les parlementaires débattent et discutent de la situation des droits de l'homme et de la démocratie en Europe. C'est un organe délibérant. La PCE adopte des résolutions sur certaines situations qui concernent les droits de l'homme en Europe et donc non contraignants. Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le SG du Conseil de l'Europe est celui qui va organiser le travail des organes de Conseil de l'Europe. C'est lui qui gère le service qui travaille pour les deux. Deux attributions importantes. Il prévoit le budget du Conseil de l'Europe et il représente le Conseil de l'Europe à l'extérieur. Il a un rôle de représentation. Il a un mandat de 5 ans et est élu par l'APCE sur proposition du comité des ministres, donc des États. Grand B, les organes juridictionnels et non juridictionnels. 1. L'organe juridictionnel, la Cour EDH. La Cour EDH, créée en 50 après la Deuxième Guerre mondiale, à cette époque c'est révolutionnaire de créer une juridiction internationale qui veille à la protection des droits fondamentaux par les États. Ce modèle a été copié dans d'autres régions du monde. Même style en Amérique latine. Il y a aussi une Cour africaine des droits de l'homme. La Cour avait une compétence facultative. Elle ne pouvait être saisie par les particuliers que si les États avaient expressément sa compétence en ratifiant le traité qui permet à cette juridiction d'être compétente. Tant qu'un État n'acceptait pas de s'y soumettre, un particulier de cet État ne pouvait pas la saisir. Changement de système. Maintenant, la Cour a une compétence obligatoire depuis 1998 avec l'entrée en vigueur du protocole numéro 11. Un État membre du Conseil de l'Europe a ratifié la convention EDH, est soumis à la Cour et ne peut rejeter sa compétence. Ça veut dire que nos droits sont protégés. La France n'avait accepté la compétence de la Cour qu'en 1981. C'est tardif par rapport à la création de la Cour, et cela se justifie car les États ne voulaient pas être contraints. Attention, partie du cours importante. Grand A, la composition de la Cour. Elle siège à Strasbourg, jugée par un État, donc 47 juges, un mandat non renouvelable de 9 ans, ils sont élus et pas nommés. L'élection des juges. Chaque État propose une liste d'au moins 3 candidats et c'est la PCE qui fait l'élection du juge de chaque État. Très souvent, les profils des juges sont ressemblants, donc c'est souvent des magistrats de carrière ou bien des professeurs de droit, ou encore parfois des avocats qui ont œuvré en matière de protection des droits fondamentaux. Ces juges sont indépendants et ils ne siègent pas à la Cour pour représenter leur État membre, ils doivent rendre des arrêts sans subir de pression de la part de leur État. La composition de la Cour est importante car c'est eux qui font la jurisprudence. Il est donc important d'avoir un équilibre entre conservateurs et progressistes. Le rôle de la Grande Chambre. Les 47 juges ne siègent pas en même temps. La Cour est généralement en siège en chambre de 7 juges, avec les arrêts qui sont obligatoires, rendus par la Cour qui s'imposent aux États et sont rendus en chambre de 7. Dans certains cas rares, il y a la Grande Chambre qui réunit 17 juges, c'est la formation solennelle. Grand B, les fonctions de la Cour. Article 19 de la Convention européenne des droits de l'homme qui précise la fonction de la Cour. Afin d'assurer le respect des engagements résultant par les hautes parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des droits de l'homme, ci-dessous nommée la Cour. Elle fonctionne de façon permanente. La Cour est donc une institution pour garantir la protection des droits inscrits dans la Convention de 50 et des protocoles qui vont avec. Il existe d'autres traités, mais la Cour n'a pas à assurer le respect des autres du Conseil de l'Europe. La Cour a 2 fonctions. Une compétence consultative, avec une Cour européenne qui peut être saisie pour donner un avis, et un avis rendu n'est pas obligatoire. 2 types d'avis qui peuvent être demandés à la Cour. Un avis de l'article 47 de la Convention, un comité des ministres peut demander un avis à la Cour pour obtenir une précision sur l'interprétation ou l'application de la Convention européenne des droits de l'homme. Ou encore le protocole numéro 16, important car plus utilisé et plus récent. Adopté en 2013 et entré en vigueur en 2018, il permet aux hautes juridictions nationales de saisir la Cour pour un avis qui va porter sur l'interprétation et l'application de la Convention. Il n'y a donc aucune juridiction qui n'est obligée de le faire, c'est simplement facultatif. Par contre, l'avis n'est pas contraignant. La première juridiction à l'avoir saisi, c'est la Cour de cassation en 2019 depuis le Conseil d'État, qui l'a aussi saisi pour avis en 2021. Il y a un dialogue entre les juges pour avoir une protection accrue des droits de l'homme et des libertés, donc un travail en coopération avec le même objectif en soi. La compétence juridictionnelle. La Cour, pour exercer sa fonction de juge, doit respecter 3 conditions cumulatives, et sans ces 3 conditions, la Cour ne peut pas rendre d'arrêt. En 1, la compétence temporelle ou ratione temporis. C'est un principe selon lequel la Cour ne peut se prononcer que sur des faits commis après la ratification de la Convention par l'État qui est remis en cause.
Par exemple, la Cour ne peut être compétente à des faits commis antérieurement à 1974 si la France est concernée, car elle n'avait pas signé la Convention avant cette date. 10. La compétence rationae personae. La Cour est compétente que pour juger la violation des droits reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme, les droits non inscrits dans la Convention ne peuvent être invoqués. Par exemple, la Cour n'est pas compétente si on a un État qui méconnaît le droit de grève, car il n'est pas inscrit dans la Convention. Par contre, par la voie d'interprétation ou de jurisprudence, on peut réussir à étendre les obligations. Il est donc possible d'avoir un nouveau protocole qui proclame le droit à un environnement sain. La compétence rationnelle LOTI, la compétence spatiale. Article 1 de la Convention. Il dit que la compétence de la Cour est en principe territoriale. Toute personne sur les territoires d'un État qui a ratifié la Convention peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme en cas de la violation d'un de ses droits. Il n'y a pas de condition de nationalité. Le terme juridiction a un sens territorial parfois, et il arrive que la compétence soit étendue, même si on est en dehors du territoire. Ce critère peut laisser place au critère de contrôle par les autorités de l'État, et il peut arriver que des faits soient commis sur le territoire d'un autre État, mais que ces faits aient été faits sous le contrôle d'un État qui a ratifié la Convention. Par exemple, en 2003, le Royaume-Uni a envoyé des militaires en Irak. Le problème, c'est qu'il y a eu des actes de torture et des arrestations arbitraires. L'Irak n'est pas membre du Conseil de l'Europe et les faits ont été commis en dehors du territoire du Royaume-Uni. Mais même s'ils sont faits en dehors, comme ils ont été faits sous le contrôle du Royaume-Uni, le lien a permis de justifier la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme. Grand B, la saisine de la Cour. Les conditions de recevabilité. La Cour peut être saisie par un État membre contre un autre État, ou par des particuliers, ou la saisine la plus régulière avec la saisie par des associations, ONG et particuliers. Ce sont des conditions cumulatives à remplir précisées à l'article 35 de la Convention. Il faut avoir épuisé les voies de recours internes, et on ne peut saisir la Cour européenne que dans un délai de 4 mois à partir de la dernière décision en droit interne, et il faut avoir été victime directement d'une violation de la Convention. D. La remise en cause de la légitimité de la Cour. Le problème, c'est que depuis quelques années, il y a une remise en cause de l'autorité de la Cour. Par exemple, si on est détenu dans la prison britannique, on perd le droit de vote. La CEDH dit que cette application systématique de cette sanction était disproportionnée et prononce plusieurs arrêts dessus, mais est refusée d'appliquer. Par exemple, la Russie a aussi refusé d'appliquer plusieurs arrêts concernant notamment l'emprisonnement des opposants politiques. Cela fait perdre de la crédibilité à la Cour et cela peut entraîner d'autres États à ne pas respecter à leur tour. 2. Les organes conventionnels. Le Conseil de l'Europe est une organisation internationale dans laquelle les 47 États parties vont adopter des traités internationaux. Ces traités signés au sein du Conseil de l'Europe pour protéger les droits fondamentaux et souvent vont instituer des organes pour s'assurer que les droits qui sont inscrits vont être respectés. 2 types d'organes possibles, organe juridictionnel, avec la CEDH qui se charge de la Convention européenne des droits de l'homme, et un organe conventionnel aussi appelé quasi-juridiction qui protège les traités de droits fondamentaux, mais non pas tous les attributs d'une juridiction. 2 exemples d'organes conventionnels. A. Le comité contre la torture. Il veille au respect de la CEDH et le comité a la possibilité de faire des visites dans les lieux de privation de liberté pour les États qui ont ratifié la Convention. Le Grevio, c'est un comité conventionnel qui a la charge de protéger la Convention d'Istanbul, ou encore le CEDS, le Comité européen des droits sociaux, un organe conventionnel chargé du respect de la Charte sociale européenne. On vérifie si les États ont bien respecté le contenu de la Charte et est composé de 15 experts indépendants élus par le Comité des ministres. Il peut exercer sa mission par 2 mécanismes différents. La procédure sur rapport, un mécanisme qui oblige tous les ans les États qui ont ratifié la Charte sociale d'écrire un rapport sur la façon dont ils pensent mettre en application le respect de cette charte, et la procédure de réclamation collective qui permet à des ONG et partenaires sociaux de saisir directement sur plainte le comité de la CEDS.